Ludovic Bu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal écologiste au Mans, vous siégez dans l'opposition, vous êtes également spécialiste des mobilités. Selon vous, il faut partir de la crise des gilets jaunes pour montrer la société à bout de souffle à force de bouffer du kilomètre. Vous rédigez actuellement un livre qui se veut, je vous cite, politique pour révolutionner la vision sur les mobilités, car selon vous, il faut détruire le mythe du plus de transport. Mais comment on détruit ce mythe ? Alors avant de le détruire, il faut partir d'un constat. La première partie de ce constat, c'est qu'on vit dans un monde d'obésité automobile. On est passé en France, mais les chiffres équivalent dans la plupart des pays occidentaux et dans les pays développés, on est passé de 6 millions de voitures en 1960 à 35 millions de voitures qui circulent sur nos routes actuellement. Et il y a à peu près 40 millions de gens en âge de conduire. Ça veut dire que quasiment tous les foyers ont une voiture. Et donc, le nombre de véhicules a fait x7 depuis 1960, alors que la population, elle, n'a fait que x1,7. C'est-à-dire qu'on a explosé le nombre de voitures à disposition, et on a parallèlement explosé le nombre de kilomètres parcourus chaque année, en moyenne, par les voitures. Et il y a des grosses disparités en fonction des revenus. Les plus riches roulent le plus. Mais il n'empêche que, y compris les plus pauvres, roulent et sont quand même très dépendants de la voiture, à l'exception, il ne faut pas les oublier, de ceux qui n'ont pas de voiture et qui sont dans un système de difficulté pour se déplacer, alors qu'on vit dans un monde d'injonction à la mobilité. Le permis B est quasiment demandé dans tous les emplois, toutes les offres d'emploi. On le met sur le CV, oui. On le met sur le CV. C'est même implicite pour certains employeurs. Récemment, j'ai eu l'exemple de l'Éducation nationale qui a nommé quelqu'un dans un village sans tenir compte du fait qu'elle n'avait ni voiture ni permis de conduire. Et quand cette personne a dit « mais je n'ai pas de voiture, comment je vais faire pour y aller ?» L'Éducation nationale a dit « ah bon, mais c'est pas notre problème ». Ben si, en fait. C'est pas quand vous passez le CAPES ou la Greg pour devenir prof, vous passez pas le permis B, vous n'achetez pas une voiture, mais c'est implicite. Et donc ça, c'est la première partie du constat. Et ensuite, la deuxième partie du constat, c'est la France est régulièrement condamnée pour son inaction climatique et notamment vis-à-vis de la pollution urbaine, notamment vis-à-vis du diesel. On est régulièrement à battre des records d'embouteillage, notamment en Île-de-France, où on atteint des 700-800 km d'embouteillage certains matins. Et en général, c'est 300-350, de manière générale. C'est-à-dire que ça ne choque plus personne qu'il y ait 350 km d'embouteillage. Au Mans, on vit la même chose avec la rocade qui est tous les matins encombrée. Et on a une crise énergétique, puisqu'on n'arrête pas de parler de transition écologique, de transition énergétique, mais en fait on transitionne rien du tout, on consomme toujours autant, voire plus d'essence. Et donc on est dans un monde d'obésité automobile, mais même d'obésité de transport, parce que j'allais vous dire, les transports sont bondés, vous citez la région parisienne, le métro est de plus en plus bondé, en même temps qu'il y a de plus en plus d'embouteillages. Alors, exactement. Alors, le métro, on va y revenir parce que c'est justement un effet du confinement qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, il n'est plus bondé. Mais il l'a été pendant des décennies. Et il est encore d'ailleurs. Ouais, alors, je le prends assez régulièrement. Je peux vous dire qu'il y a une vraie différence par rapport à il y a 4 ans. Mais certaines lignes continuent à être très saturées, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Par exemple. Mais justement, j'allais y venir. Emmanuel Macron annonce qu'il va faire des RER métropolitains dans 10 ou 15 métropoles en France. Demandez aux Franciliens ce qu'ils pensent du RER, à mon avis, c'est pas le rêve pour eux. C'est même plutôt une contrainte, c'est même plutôt quelque chose d'assez désagréable. Et donc Macron dit, attendez, pour faire la transition écologique, on va mettre des RER partout. Et en fait, ça va faire exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire plus de gens dans les voitures, plus de gens dans les RER. Et donc, à la fin, plus de déplacements. Donc d'après vous, il faut limiter, en amont, il faut limiter le nombre de déplacements. Il faut pas limiter le nombre de déplacements, il faut limiter la quantité de kilomètres que nous mangeons, que nous devons parcourir pour répondre à nos besoins. Il y a un chiffre qui est moins de mobilité, parlant. Quoi. Non, justement, il y a un chiffre qui est parlant, c'est que on se déplace toujours depuis 150 ans, avant il n'y avait pas d'études sur le sujet, entre 3 et 4 fois par jour. Pour aller à l'école ou pour aller au travail, pour aller voir un ami, pour aller faire des courses, pour les loisirs, pour la santé, etc. On est toujours à 3 ou 4. Simplement, le nombre de kilomètres qu'on a à parcourir pour répondre à ses besoins, lui, il a explosé. Et donc, c'est pas une question de moins se déplacer ou moins de mobilité, c'est une question de distance. Et donc, c'est une des pistes que j'évoque dans le livre que je suis en train de terminer, c'est justement comment faire pour recréer une société de proximité. On a, pour prendre un exemple, on a fermé plein d'écoles dans des villages parce qu'on disait, oui, il n'y a pas assez d'élèves.
Mais qu'est-ce qu'on a créé en retour? Eh bien, en effet secondaire, c'est des déplacements, des kilomètres, des bus, des parents qui amènent leurs enfants en voiture à l'école, et donc du kilomètre. Et in fine, ça coûte plus cher de faire du kilomètre, de faire de la route, de pallier aux problèmes de pollution, de pallier à la fatigue que provoquent les déplacements, de pallier aux accidents de la route, que de garder l'école ouverte. Mais c'est pas les mêmes budgets. Alors on dit, ah bah oui, mais là, c'est les transports. C'est bien les transports, il faut être mobile, c'est vachement bien. L'école, oh non, ça coûte trop cher l'école. Même chose avec les systèmes de santé. On ferme des hôpitaux dans des villages. En Sarthe, on en a vu plein. Des urgences qui ferment, des pédiatries qui ferment, des maternités qui ferment. Et à la fin, on dit aux gens, allez au Mans. Ah bah oui, mais c'est 30, 40, 50 kilomètres. Et puis quand les gens veulent vous rendre visite, c'est la même chose, etc. Et donc à la fin, on augmente la quantité de déplacements pour répondre aux mêmes besoins. Et c'est ça le problème. Donc il faut traiter en amont, c'est ça? Il faut travailler à recréer des proximités, donc permettre un aménagement du territoire qui autorise ces proximités, qu'on puisse aller à pied, à vélo, éventuellement en covoiturage ou en bus. Mais par exemple, le bus, c'est un très bon exemple. On ne peut pas mettre des bus absolument partout. Par contre, on peut mettre des bus vers quelques pôles générateurs de trafic qui peuvent être un hôpital, qui peuvent être un cinéma aux heures de séance du cinéma ou un théâtre, qui peuvent être une école, etc. Mais pour ça, il faut que les distances ne soient pas trop grandes. Sinon, c'est intenable et en termes de nombre d'infrastructures nécessaires, en termes de moyens de déplacement. Si on prend le ramassage scolaire, on est dans une crise du ramassage scolaire parce qu'on manque de chauffeurs et parce que, là encore, les distances ont tellement augmenté qu'il faut de plus en plus de chauffeurs et de plus en plus de bus, de plus en plus de cars pour répondre à la demande. Si on remet des écoles dans les villages alentours et qu'on organise éventuellement un système de covoiturage avec les parents ou de ramassage avec les parents, boum, on règle le problème. Mais ça veut dire qu'il faut inverser la logique des décideurs publics et c'est pour ça que je dis que mon livre est un livre politique. Parce que c'est une décision d'aménagement du territoire. Justement, en parlant de votre livre, vous ne souhaitez pas, je vous cite encore, faire un livre mode d'emploi. Vous avez d'ailleurs déjà participé à des livres, entre guillemets, mode d'emploi. Mais ce constat, il est posé de longue date. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Donc vous pensez que c'est un constat qui n'est pas entendu ou pas entendable? La preuve, on continue à dire qu'on va ouvrir des lignes de train, qu'on va ouvrir des routes, des autoroutes, on va continuer à faire des rocades, on continue, etc., etc. Et même d'une certaine manière, lorsqu'on dit, comme par exemple au Mans, on va faire les chronolignes pour que les bus aillent plus vite et aillent plus loin, parce que c'est ce qui se dessine derrière, on va faire un réseau cyclable qui va venir s'ajouter à la voirie, on va dans ce sens-là. Évidemment, il vaut nettement mieux que ce soit des pistes cyclables et des couloirs de bus que des routes. D'un point de vue climatique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue santé publique, il vaut mieux que les gens soient sur des vélos que le cul vissé dans une voiture. Mais n'empêche, c'est quand même toujours cette logique de toujours plus de déplacements. Et on ne recrée pas de la proximité. Mais comment on fait quand on vient d'une région où c'est à peu près la voiture le seul moyen de transport? On est notamment en Sarthe et vous l'avez dit vous-même, il faut réduire, mais ça paraît simple dit comme ça. Mais comment on réduit la proximité dans la mesure où aujourd'hui il y a de moins en moins d'hôpitaux? C'est un problème vraiment global, assez large. Oui, mais d'où le fait que c'est une décision, c'est une vision politique. C'est vraiment une décision qui doit se prendre, alors selon les échelles, à la ville du Mans, à la métropole du Mans, au département de la Sarthe, à la région Pays de la Loire et à l'État. Enfin, c'est vraiment selon, parce que les compétences sont tellement découpées que c'est compliqué d'avoir une politique globale. Mais regardez au Mans, on est dans une logique, par exemple, de ne pas artificialiser les sols pour construire des logements. Or, on a besoin de logements. Très bien. Il y a un truc extraordinaire au Mans qui s'appelle la rocade, qui n'a plus rien d'une rocade parce qu'elle passe en plein milieu de plusieurs quartiers du Mans. Et cette rocade, pour moi, il faut l'enlever. Il faut l'enlever parce que c'est un outil qui permet de faire du transit dans la ville, alors qu'une ville, normalement, ne devrait pas être un outil de transit. Il faudrait contourner la ville et il y a des autoroutes qui le permettent. Et c'est un outil d'accélération dans la ville qui doit être un lieu lent. Et c'est de la terre disponible pour construire. Donc, vous voyez, typiquement, décider, et j'ai poussé cette idée au sein du conseil municipal et dans la commission urbanisme dans laquelle je siégeais avant que M. Le Foll ne fasse une petite crise de nerfs en virant les écolos de sa majorité, j'ai poussé cette idée. J'ai dit, on manque d'espace, on manque de proximité, on a une plaie dans la ville béante qui coupe la ville, les quartiers, notamment le Mans Sud, notamment les Ardriers, en les mettant en dehors de la ville parce qu'il y a une sorte de périphérique à l'intérieur de la ville. Enlevons-le. Profitons de l'espace que ça nous donnera pour construire des quartiers, de la végétalisation, etc. Bon, j'ai pas encore été entendu. Est-ce que vous êtes partisan d'une écologie plus punitive? Par exemple, récemment, l'ingénieur qui est très médiatisé, Jean-Marc Jancovici,
à proposer un quota de 4 vols en avion dans une vie. Est-ce que selon vous, ce genre de mesure irait dans le bon sens ? Vous savez, pour moi, ce qui est punitif, c'est quand mon fils qui a 9 ans me dit « Mais papa, le dérèglement climatique, ça va vraiment arriver ?» Ça, c'est punitif. Quand mon fils qui est enfant a peur du futur, ça, c'est punitif. Le fait qu'il faille prendre des mesures, pour moi, je vous parle d'obésité automobile. Pour moi, c'est exactement quand on est atteint d'obésité, qui est une maladie, il faut prendre des mesures qui permettent de répondre à cette maladie. Eh bien, lorsqu'on est dans une maladie automobile, lorsqu'on a une maladie sur l'obsession des transports et du déplacement, eh bien, il faut prendre des mesures. Et après, comme Jean Covici, d'ailleurs, je suis d'accord avec lui sur ce sujet, on a d'autres sujets de divergence, mais sur celui-là, je suis d'accord avec lui, il faut quand même pouvoir garder cette liberté de mouvement. Je prends mon propre exemple. Ma sœur habite, pour des raisons familiales et des raisons historiques et politiques, elle habite à l'autre bout des États-Unis. Si je veux voir ma sœur, j'ai pas trop le choix. J'ai la possibilité de prendre un bateau, de mettre 2 semaines pour arriver jusque chez elle, etc. Mais sinon, il faut bien que je prenne l'avion. On a fait un consensus avec elle, on se voit tous les 3 ans. Une fois tous les 3 ans, c'est elle qui vient en France, et une fois tous les 3 ans, c'est moi qui vais la voir. Et à chaque fois, on en profite pour faire 1 mois et demi, 2 mois de vacances, parce qu'on s'organise ainsi pour polluer le moins possible, tout en polluant. On le sait qu'en prenant l'avion et en faisant en plus un vol intercontinental, on pollue. Mais on le fait pas pour faire Toulouse-Paris. Et il y a des gens qui, tous les jours, prennent l'avion pour aller de Toulouse à Paris. Et ça, c'est une aberration. Donc là, Jean Covici a raison en disant « Nous sommes malades, nous sommes asphyxiés, nous sommes malades par rapport à la quantité d'énergie disponible. Ça va créer des problèmes climatiques, politiques, géopolitiques, éventuellement des guerres. Donc, il faut prendre des mesures. Et moins on le fait vite, plus elles seront radicales. Comme avec l'obésité, exactement la même chose. Si vous ne prenez pas de mesures quand vous commencez à avoir de l'embonpoint, et que vous continuez à manger n'importe comment et à pas faire d'exercice physique, etc., le problème s'aggrave, et donc les mesures à prendre en face, elles sont plus radicales. Elles sont pas punitives. C'est votre santé qui est en jeu. C'est votre futur qui est en jeu. Donc pour moi, assurer un futur à mes enfants et à ceux des autres humains, c'est pas punitif. Au contraire, c'est plutôt salvateur, c'est plutôt utopique, c'est plutôt quelque chose de réjouissant. Mais moins d'avions, vous l'avez dit, donc vous êtes d'accord avec Jean Covici, mais de l'autre côté, au début de l'interview, vous avez dit de ne pas mettre plus de trains. Or, ça paraît comme une solution un peu logique, de faire Toulouse-Paris en train plutôt qu'en avion. Selon vous, il faut faire moins de Toulouse-Paris ? Exactement. Je reparle de créer des proximités. Je ne comprends pas comment, à l'heure du dérèglement climatique, avec les canicules, avec les inondations qu'on a encore vues il y a quelques jours, avec la sécheresse qui pose des problèmes avec l'agriculture, etc., etc., je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui se disent « Oh, moi, j'ai besoin absolument de prendre l'avion et de faire en 2 heures Toulouse à Paris. » Non. Mais en train, sinon, c'est moins polluant. Oui, mais même en train, est-ce qu'on a besoin... C'est toute la question de l'organisation territoriale. Est-ce qu'on a besoin de faire Toulouse-Paris toutes les semaines ? Aujourd'hui, et le confinement a permis cette révolution du télétravail, de la visioconférence. Moi, ça fait 20 ans que je bosse en visioconférence avec plein de gens. J'ai même eu des visioconférences avec des gens à Vanuatu, donc à l'autre bout de la planète. On s'est jamais vu avec les gens avec qui on travaillait là-bas, à part à travers un écran. Ça nous a pas empêché de travailler ensemble. Évidemment, il y a des fois où on a besoin de se voir, parce qu'on est des humains, on est des animaux mammifères terrestres. Sociaux. On a besoin voilà, exactement. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de se serrer la main. Très bien, des fois, mais on n'a pas besoin de le faire toutes les semaines. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. Et puis, il y a aussi plein de choses qu'on peut relocaliser, qu'on a trop délocalisées. Et c'est pas que Toulouse-Paris, c'est aussi pour la production, c'est aussi pour la consommation des biens, etc., etc. Justement, pour la partie locale, Stéphane Goeffol, maire du Mans, veut que sa ville soit en pointe sur l'hydrogène. C'est un carburant dont on parle beaucoup, notamment car il ne rejette aucun CO2 ni particules fines. La métropole du Mans investit 21 millions d'euros pour la développer. On note que la première station de distribution d'hydrogène en dehors de Paris va être installée au Mans, suite à un partenariat entre la société Hype et le Mans Métropole. Mais de votre côté, vous êtes très critique envers ce carburant. Pourquoi ? Pour une raison assez simple. Aujourd'hui, l'hydrogène produit beaucoup plus de CO2 lorsqu'on le produit. Alors à la consommation, effectivement, à la sortie du pot, il y a de l'eau qui coule. Ouais, ok. Mais lorsqu'on produit l'hydrogène, il produit beaucoup plus de CO2 qui participe très largement au dérèglement climatique que l'essence que nous utilisons aujourd'hui dans nos véhicules. Et l'hydrogène, aujourd'hui, en tant que vecteur d'énergie, parce que c'est pas une énergie en tant que telle, en tant que vecteur d'énergie, est utilisé beaucoup, notamment dans l'industrie de l'acier et l'industrie du métal. On pense à ArcelorMittal. Parce que, notamment ArcelorMittal, qui est un des principaux consommateurs et un des principaux pollueurs en France par ailleurs en termes de CO2, parce qu'il y a d'autres pollutions. On a
une problématique qui est que eux en ont besoin pour des processus industriels. C'est-à-dire qu'on peut pas faire autrement, en tout cas dans la connaissance actuelle des différents modes de production d'énergie, ils ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser de l'hydrogène pour des questions de friction. Ai-je cru comprendre parce que je suis pas ingénieur dans le domaine. Et donc, quelle est la priorité ? Est-ce qu'il faut d'abord régler le problème d'ArcelorMittal et de quelques autres, parce que Total n'est pas exempt du problème, etc., ou Air Liquide ? Ou alors est-ce qu'il faut faire des camions poubelles et des voitures de course à l'hydrogène ? Aujourd'hui, l'hydrogène, je le répète, c'est extrêmement polluant. Et donc développer des nouvelles filières d'utilisation de l'hydrogène, alors qu'on n'est pas du tout sûr qu'on sera capable de faire de l'hydrogène non polluant, il y a des recherches sont en cours, mais des recherches sont en cours. C'est pas la peine de lancer des filières qui ensuite diront achetez mon camion poubelle, achetez mon bus, achetez ma voiture de course, achetez ma voiture tout court à l'hydrogène. Regardez, elle pollue pas. Ouais, elle pollue pas au pot d'échappement. Mais elle pollue largement en amont, pour l'instant. Si dans 10, 15, 20 ans, on est capable de produire 60 à 80% d'hydrogène d'origine verte à ce moment-là, très bien, lançons des filières nouvelles pour remplacer l'essence, pour remplacer différents carburants. Mais c'est beaucoup trop tôt. Et donc, qu'il faut pas faire des essais, Non, je pense que c'est pas le rôle de la collectivité de mettre 21 millions, sans compter les extras qui sont pas dans les 21 millions, pour faire des trucs inutiles. Le rôle de la collectivité, c'est de recréer des proximités. Ça devrait être de recréer des proximités, de proposer des solutions aux problèmes qui existent. Pas de créer des nouveaux problèmes. Et là, avec l'hydrogène, les camions poubelles, les bus et les voitures de course, c'est encore pire. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on a besoin de s'attaquer à faire une voiture de course à hydrogène, que c'est vraiment pas un besoin essentiel. On est dans une crise climatique, environnementale, sociale également. Et c'est ça la priorité, qui devrait être en tout cas la priorité d'un homme qui se dit de gauche comme Monsieur Le Foll. Après, il se dit écolo, moi je suis loin d'être convaincu qu'il le soit. Mais donc d'après vous, il ne crée pas de proximité, il ne va pas dans ce sens-là, pas du tout. Il laisse heureusement les élus écologistes en faire un petit peu, mais non, c'est pas son leitmotiv. Son leitmotiv n'est pas de recréer une société de proximité, non. Sinon, j'ai parcouru, je vais pas dire que je l'ai lu parce que j'ai pas réussi à le lire en entier, mais j'ai parcouru son livre, ça n'apparaît pas dedans. Justement, vous avez parlé de voitures de course à hydrogène, en citant évidemment les 24 heures du Mans, mais de nombreuses innovations ont été expérimentées durant cette course, les phares anti-brouillard, les freins à disque, les turbos, les phares à LED. Donc peut-être que le but, c'est pas d'avoir une voiture de course à hydrogène, mais d'avoir une voiture à hydrogène qui consomme moins ou peu, qui aurait été expérimentée d'après une voiture des 24 heures. C'est pas un peu tôt pour rejeter ce modèle ? Je vais vous dire très concrètement. Aujourd'hui, vous avez deux modèles. Vous avez les 24 heures du Mans, avec des voitures qui tourneront à toute berzingue en faisant un boucan pas possible et qui consomment du 30 à 40 litres au 100. Et puis vous avez l'éco-marathon Shell, où le but c'est de faire des voitures qui consomment le moins possible et qui aillent le plus loin possible en faisant le moins de bruit possible. Entre les deux, moi je préfère l'éco-marathon Shell. Et puis Shell, c'est pas neutre, c'est quand même quelqu'un qui vend de l'essence aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a des modèles. Provoqué des marées noires entre ces dernières décennies. Bien sûr, mais bien sûr, je dis pas que Shell c'est parfait, c'est formidable. Je dis juste que Shell a lancé l'éco-marathon Shell. Et puis en face, on a la CO, le département, la ville, la région, parce qu'ils sont propriétaires du circuit quand même, ces trois-là, qui continuent à promouvoir un modèle qui certes a permis des innovations, mais qui a permis des innovations à un moment où on se préoccupait pas du fait qu'il y a une crise climatique. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais tous les enjeux sociaux, géostratégiques, géopolitiques, énergétiques, de consommation sont corrélés à cette crise climatique. Si on s'attaque pas à ça, on peut toujours faire le reste, mais n'empêche que dans 15 ou 20 ans, on sera dans une situation très compliquée, pour ne pas dire des gros mots à l'antenne. C'est pas déjà le cas d'ailleurs, avec tout ce qui se passe assez récemment ? Mais c'est rien comparé à ce qui nous est annoncé. Quand M. Béchu dit ça sera plus 4 degrés, plus 4 degrés, ça veut dire des canicules qui durent 2 mois et pas quelques jours. Ça veut dire des sécheresses, ça veut dire des inondations qui vont se multiplier, ça veut dire des tornades qui vont arriver en France. Ça, c'est ce que disent les scientifiques qui sont regroupés dans le GIEC, qui est le groupement qui dépend de l'ONU. C'est pas des farfelus écolos, zadistes, comme on veut faire croire qu'ils sont des farfelus. Ça fait maintenant depuis 50 ans que le Club de Rome et d'autres ont alerté sur le risque climatique, le risque auquel nous sommes confrontés, nous, en tant qu'habitants de la planète Terre. Et puis il y a encore des gens, comme disait Chirac, qui regardent ailleurs, mais le problème c'est que il serait temps d'arrêter de regarder ailleurs. Justement, vous avez cité il y a quelques minutes, on a parlé du centenaire des 24 heures du Mans, il s'est déroulé récemment, on a noté un record d'affluence sur la période récente avec 325 000 personnes qui ont assisté à la course.
Mais selon vous, je vous cite encore, l'ACO se moque du climat et des manceaux. Des manceaux aussi, le climat, on a compris ce que vous voulez dire par là, mais pourquoi se moquer des manceaux ? Parce qu'ils font du greenwashing. C'est-à-dire qu'ils verdissent en disant, regardez, on fait une voiture à hydrogène, c'est vachement bien, ça dégage que de l'eau. L'an dernier, c'était une voiture avec des résidus vinicoles aussi. Oui, l'essence de Total, effectivement, elle est faite à partir de résidus vinicoles. Juste pour les 24 heures, pas celle qu'on a dans notre carburant. Et voilà, c'est ingénéralisable, donc c'est vachement bien de dire, regardez, on pollue un peu moins. Ouais, mais sauf que en réalité, le modèle qui est perpétué par l'ACO, c'est quand même des voitures qui tourneront à toute berzingue en faisant un boucan pas possible. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs pendant les 24 heures et dans les semaines qui suivent ? Les gens achètent plus de voitures. Et si possible, des voitures qui, par ailleurs, elles aussi sont victimes d'obésité, puisque la taille moyenne d'une voiture a augmenté assez largement de 20 ou 30% ces dernières décennies. Donc on est dans la perpétuation d'un modèle qui est un modèle dépassé. Bon, il faut le réformer. Et là, j'insiste, la collectivité a un rôle à jouer, puisqu'elle est propriétaire du circuit. Donc elle peut dire à la CO, écoutez très bien vos courses, mais maintenant on va y mettre un peu d'écologie. Plus. Non, pas qu'un peu, beaucoup. Donc d'après vous, il faudrait par exemple une course comme l'éco-marathon Shell organisée par l'ACO, ça irait dans le bon sens, ça peut se faire ? Moi, je trouve ça assez extraordinaire technologiquement. J'ai eu la chance de faire un covoiturage avec quelqu'un qui allait aux 24 heures en rentrant au Mans. Vous étiez copains à la fin ou pas ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, moi j'écoute les gens, il m'expliquait sa passion, je comprenais parfaitement sa passion. Elle me touchait pas, mais je comprenais parfaitement. Il me disait technologiquement, il y a tel truc, il me décrivait tous les joints de culasse auxquels je ne comprenais rien parce que je suis pas un passionné du sujet. Et il avait une vraie passion dans la voie. Mais l'éco-marathon Shell, on va arrêter de faire de la pub pour Shell, mais enfin cette course, elle est super intéressante parce que technologiquement c'est une vraie prouesse. Donc si c'est la technologie qui vous intéresse, vous allez la trouver. Si c'est la performance humaine, parce qu'il m'a aussi dit ça, c'est conduire pendant 24 heures d'affilée en se relayant à toute vitesse, ça veut dire une maîtrise des véhicules et tout ça. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais oui, bien sûr, mais j'entends tous ces arguments. Mais encore une fois, on peut le faire sous d'autres formes. Les marathoniens qui courent pendant 40 km, c'est un effort physique incroyable également. Mais eux, ils ont pas un bilan carbone déplorable. Et donc, là encore, ça dépend. S'ils ont fait des milliers de kilomètres pour faire le marathon, comme s'ils vont faire le marathon de New York ou Berlin, ça va dans le mauvais sens aussi. C'est les 4 fois par an dont parle Jean Covici en avion. Faut pas avoir famille. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais encore une fois, là, on revient à la même chose. Je vais reprendre mon propre exemple. J'ai été sur l'île de la Réunion pour faire une mission sur les mobilités durables. Ça peut paraître paradoxal d'aller aussi loin pour expliquer aux gens sur place comment polluer moins en se déplaçant. Bon, j'en ai profité pour aller voir des amis, pour passer des vacances, pour explorer le territoire, pour pas raconter n'importe quoi aux gens qui y habitent, etc., etc. Donc j'ai pas juste fait un saut de puce pendant 2 jours et hop, je suis reparti. Ce qui était la base du contrat, c'était un contrat de 3 jours exactement. Mais j'y suis resté beaucoup plus longtemps et donc j'ai essayé d'amortir mon voyage et par ailleurs je l'ai compensé en CO2. C'est pas extraordinaire, mais c'est moins pire que de pas le faire, quoi. Vous êtes resté plus longtemps que les Brown James aux 24 heures. Ah oui, en effet, oui. Puis j'ai été payé beaucoup moins que lui. Ah ça n'a pas été prouvé. Pour l'instant, c'est juste une supposition, on dira. Vous pensez qu'il est venu gratuitement juste pour le geste ? Ah moi je sais pas, j'ai pas enquêté sur le sujet. Bon, moi j'ai un doute. Voilà. Ludovic But, donc vous êtes conseiller municipal écologiste au Mans, vous siégez dans l'opposition, vous étiez notre invité politique, vous avez rédigé actuellement un livre qui se veut également politique sur ce que vous appelez l'obésité de la voiture. Le livre est prévu pour quand ? Il devrait paraître en octobre, je pense. À ce propos, si vous voulez être tenu au courant de la parution, parce que c'est comme toujours un livre, il faut le finir et ça prend du temps, vous pouvez m'envoyer un email à jeveuxcelivre@ludovicbu.com et puis je vous tiendrai au courant quand il sortira. C'est noté pour nos auditeurs. Merci Ludovic But. Merci de votre invitation. Et pour conclure, je remercie chaleureusement nos confrères de RCF Touraine d'avoir organisé ce duplex.